Bonjour tout le monde. Il me fait vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une autre séance de notre cycle de conférences de cet hiver. Et aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir ma collègue Catherine Lippel, qui nous parlera de l'un des thèmes les plus importants de la réflexion méthodologique contemporaine, c'est-à-dire le croisement de la recherche en droit avec les savoirs et les méthodes des sciences sociales. Catherine Lippel est professeure titulaire à la section de droit civil et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail. Elle est membre du Barreau du Québec et du Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. La professeure Lippel a reçu plusieurs prix pour sa recherche, notamment le prix d'excellence en recherche en 2010, le prix mérite de la Centrale des syndicats du Québec en 2009, le prix de l'Association canadienne des professeurs de droit pour l'excellence universitaire en 2005. Elle est membre de la Société royale du Canada depuis 2010 et l'année dernière, donc en 2017, la professeure Lippel a reçu la médaille d'or du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la plus haute distinction du Conseil. Cette médaille, elle est octroyée à des chercheurs qui se démarquent par leur leadership, leur engagement envers la recherche, l'originalité de la pensée. Les chercheurs dont les réalisations en recherche ont contribué de façon remarquable à l'avancement des connaissances. Et je cite le Conseil maintenant, des chercheurs dont les recherches ont enrichi substantiellement la société canadienne et contribué à la vie sociale, culturelle, économique et intellectuelle au pays ou à l'étranger. Donc, nous sommes vraiment très, très fiers du travail de recherche accompli par la professeure Lippel et son équipe de recherche. C'est quelqu'un qui travaille toujours en équipe. Vous dire aussi que ces travaux récents s'intéressent aux enjeux juridiques reliés à différentes problématiques, dont l'effectivité du droit de la santé et de la sécurité du travail, la santé et le travail précaire, la santé mentale au travail, les troubles musculo-squelettiques attribuables au travail, les effets des systèmes d'indemnisation sur la santé, les interactions entre le droit et la médecine, la prévention des incapacités et la santé au travail des femmes. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la professeure Lippel. Merci d'être ici. Merci bien, Margarita. Et merci d'être là en si grand nombre. Et particulièrement, je suis contente de voir mes étudiants et étudiantes. Et j'espère que vous pouvez éviter les gaffes qu'on a pu faire dans le passé et peut-être trouver des outils utiles pour ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis ici parce que Margarita, au coin de la rue, on était en train de discuter de la méthodologie. Puis là, je disais, les étudiants sont tellement traumatisés par le concept de méthodologie lorsqu'ils sont aux études supérieures. Puis dans le fond, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est essentiellement vouloir dire qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Alors, là, j'ai dû accueillir l'invitation pour expliquer ce que je voulais dire. Alors, me voilà. Et j'ai réalisé en le préparant qu'il y a vraiment deux aspects méthodologiques qui vont être abordés dans cette présentation, et je m'explique. J'ai invité les gens, et particulièrement les étudiantes et étudiants, à lire un article plus détaillé. Il n'y a pas de quiz à la fin, il n'y a pas de sanction si vous ne l'avez pas lu. Je vais revenir sur une partie de cet article-là qui était écrit vraiment en 2000, donc il y a 16 ans, et pour actualiser un peu les résultats de recherche, parce qu'on a d'autres études depuis. Mais la technique associée à cette méthode est davantage décrite dans cet article. Alors, je commence avec ça. Et au niveau du plan de présentation, je vais commencer à expliquer le contexte de la recherche et mon équipe invisible qui fait mal. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle l'émergence d'une méthodologie qui, en bon français, dit, mais là, on sait ce que les gens veulent, comment on fait ça? Parce que c'est aussi simple que ça, la méthodologie. Là, il faut le faire bien quand même, mais c'est juste la réponse à cette question-là. Je prends les exemples de deux séries d'études, une pour la reconnaissance des maladies musculo-squelettiques reliées au travail à titre de maladie professionnelle. Je vais vous donner un petit cadre juridique aussi pour ceux et celles qui ne sont pas spécialisés en santé au travail.
problèmes de santé mentale, c'est la deuxième série d'études qu'on a effectuées. Et là, d'une manière très courte, on va faire un bilan des avantages et des inconvénients de la méthode. Alors pour ça, premièrement, tout ce que je vais vous présenter a pris son origine dans une équipe de recherche en partenariat qui s'appelait Invisible qui fait mal, qui était financée par, à l'époque, le Conseil québécois de recherche sociale et ensuite par le FQRSC, parce que les organismes changent de nom au Québec comme au Canada. Et c'était financé de 1993 à 2009. Alors vraiment, on avait un partenariat pendant 16 ans. Il y avait d'une part l'interdisciplinarité parce qu'il y avait une équipe d'ergonomes menée par Karen Messing, qui est une des grandes spécialistes dans le monde de la santé des femmes au travail. Et moi, je pilotais le côté juridique, mais on était intégrés comme équipe. Et ce qui était intéressant socialement, et là, ce que je vous ai dit, c'est dans le fond deux méthodes, c'est que l'existence même du partenariat a fait en sorte qu'on a découvert des manières de changer le droit et changer les pratiques. Alors, comment intervenir en terrain pour essayer de faire évoluer les choses en rétrospective, c'est ça qu'on a accompli jusqu'à un certain point. Et d'autre part, pour les gens qui s'intéressent aux syndicats, on avait la CSN, la FTQ et la CSQ comme partenaires. C'est les trois grandes centrales au Québec. Mais à l'intérieur de chaque centrale, on avait le réseau de conditions féminines, d'une part, et le réseau santé-sécurité, d'autre part, qui, si vous êtes un peu proche au syndicat, vous savez que les premières étaient toutes des femmes et les deuxièmes étaient tous des hommes. Alors, et santé-sécurité, c'est mon domaine. Alors, moi, je travaillais avec les gars depuis très longtemps, et Karen, depuis très longtemps, travaillait avec conditions féminines. Puis, on a découvert à travers le temps, avec nos 17 ans vraiment de partenariat, que notre partenariat a permis à la condition féminine, par exemple, la CSN, de travailler plus avec santé-sécurité, et la même chose à la FTQ et la même chose à la CSQ. Alors, on a créé de voies de communication qui n'existaient pas à l'occasion de la recherche. Et vous avez le site web ici, si ça vous intéresse, et si vous voulez les diapos, j'ai pas d'objection. Alors, la première chose qu'on a fait au niveau de ce partenariat, et c'est quand même plusieurs milliers, des centaines de milliers de travailleurs qui sont représentés par ces trois centrales, on a dit, du côté juridique, c'est quoi vos priorités au niveau de la recherche? On avait eu notre subvention, on avait identifié un certain nombre de choses. Et là, ce qu'ils ont fait du côté syndical, c'est d'organiser une rencontre avec à peu près autant de personnes qui sont dans la salle ici, autant au niveau de la défense des travailleurs, travailleuses accidentées qu'au niveau de la condition féminine, pour dire ensemble, d'une manière intersyndicale, qui ne se faisait pas à l'époque beaucoup, c'est quoi les problèmes. Et pour faire une histoire courte, ça a pris une journée, on a tout enregistré ça pendant les années, on l'a réécouté, on utilisait les données là-dedans. Mais essentiellement, les deux gros problèmes qui étaient identifiés, c'est que les femmes perdaient pas mal toutes leurs réclamations pour les maladies musculo-squelettiques et tout le monde perdait les problèmes de santé mentale. Parce qu'au Québec, on a toujours accepté d'indemniser pour le stress chronique, mais c'était vraiment une bataille assez importante pour la travailleuse et le travailleur, et même pour les syndiqués et les syndicats. Alors, c'était deux des priorités. Il y en avait d'autres, la réadaptation, mais j'en parle pas aujourd'hui des autres. Alors, on a identifié collectivement les priorités. Et là, autour de la table, ils ont dit les femmes perdent tout le temps. Alors, dire les femmes perdent tout le temps, ça prend des données pour pouvoir dire que les femmes perdent tout le temps. Le CSST ne publie pas ces données d'une manière ventilée selon le sexe. En plus, elle ne publie pas ces données du tout sur les refus. Alors, disons que statistiquement, il y avait un défi. Et on a développé la méthode que je vais vous présenter tout à l'heure, et pour mettre en lumière des facteurs explicatifs. Et là, je vais finir sur le partenariat et je vais revenir sur ma méthode. Et là, ce qui arrive, c'est que chronologiquement, parce qu'on a grandi, vieilli ensemble, hein, cette équipe-là, c'est une équipe qui a duré pendant très longtemps. Ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec les premiers résultats de recherche, on présente ça avec nos partenaires. Nos partenaires siègent dans les instances paritaires à l'époque décisionnelles et deviennent des courroies de transmission de la mauvaise nouvelle qui est de la discrimination à l'égard des femmes, comme vous allez voir. Et là, pour ça, on revient
10 ans plus tard, puis on regarde est-ce que c'est toujours pareil, qu'est-ce qui a changé. En gros, simplifiant les choses, c'est vraiment comme ça. C'est un processus itératif et à la fois au niveau de l'interdisciplinarité, on va partout. Moi, je fais beaucoup de conférences avec la santé publique, c'est pas des juristes, mais nos résultats, premièrement, les chiffres, les gens en santé, ils suivent ça avec plus d'attention que les mots. Et en même temps, avec les chiffres, ça leur donne des idées pour pouvoir changer les choses aussi. La même chose pour les tribunaux et pour les décideurs. Et reprise d'études pour déterminer l'évolution des pratiques. Dans les deux cas que je vous présente aujourd'hui, on a repris dans un cas une fois et l'autre 2 fois, les mêmes études, la même méthode pour mesurer dans le temps l'évolution des choses. Alors, je vais distribuer ça vraiment parce que j'ai renoncé à essayer de faire quelque chose avec l'Internet. Ce qu'on fait, moi je suis vieille, hein? Alors, demandez-moi pas de faire des choses compliquées avec des appareils comme ça. Alors, de la photocopie, ça marche tellement bien. Essentiellement, et là, j'ai un amalgame de ce que je vais circuler. On utilise le logiciel FileMaker. Ça peut varier entre 100 champs et 400 champs de données qu'on essaie de capter. On paye des pauvres étudiants et étudiantes, au moins à l'Université d'Ottawa, sont mieux payés, pour lire des décisions. Une décision de la CALP ou de la CLP, aujourd'hui c'est le TAT, c'est le Tribunal administratif du travail. Ça peut prendre une journée complète pour l'étudiant ou l'étudiante bien formé de remplir le formulaire. Alors, ça c'est tout ce que je vais dire sur les aspects techniques, mais tout le monde qui est intéressé par la technique, j'ai amené mon ordi, puis après on peut aller dans le corridor jouer avec ça. Alors, je le fais circuler. L'important à regarder, c'est qu'on a des champs binaires parce qu'on veut pouvoir faire des statistiques. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Tu coches femme, et là, je peux ressortir tous les jugements qui impliquent les femmes. Est-ce que c'est accepté ou refusé? Tu peux cocher ça, tu peux les croiser. Est-ce qu'il y a un psychiatre qui a témoigné? Il y a une place pour cocher. Et là, en même temps, parce qu'on fait aussi l'analyse qualitative, on a besoin d'espace pour écrire, pour savoir exactement c'est quoi qui est en train de se passer au niveau du témoignage. Et la clé pour ceux et celles qui vont utiliser un jour cette méthode, c'est qu'un jugement n'est pas une voix, c'est plusieurs voix. Alors, tu as la voix du décideur, mais tu as le décideur qui rapporte ce que dit l'employeur, ce que dit le travailleur, ce que dit le médecin de l'un et de l'autre. Et il faut que ton véhicule puisse capter la voix, l'identité de la voix. Et je ne l'ai pas amené en couleur, mais on avait, pour que les gens ne se trompent pas, je pense que c'était jaune lorsque c'était le décideur qui parlait et rouge rose lorsque c'était les parties, juste pour vraiment avoir en 3 dimensions le discours et la réaction du juge au discours. Alors, je regarde mes étudiants en doctorat, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Ça coûte cher, ça prend du temps. Mais je le fais circuler, puis comme je vous dis, je peux expliquer plus longuement. Oui? Quand c'était la version de l'employeur, est-ce que c'était verbatim, c'est-à-dire un témoignage, ou est-ce que c'était le juge qui avait résumé? C'est une excellente question. Nous, notre corpus, et c'est dans les limitations à la toute fin, c'est le jugement. OK. Si on veut le verbatim, ce qu'il faut faire, c'est d'observer des procès. Et comme vous allez voir, on a des banques avec 375 décisions. Le plus grand a été 414 décisions. Je ne serais pas ici aujourd'hui si j'étais assise dans la salle. Puis, tu ne peux pas non plus envoyer un jeune ou un vieux, un étudiant, pour s'asseoir toute la journée, pour ensuite te transmettre en équipe ce que tu as entendu. C'est pas, pour un doctorat, tu peux t'asseoir dans la salle de cours. Mais lorsque tu as une équipe, et souvent c'était des équipes avec 10-12 personnes qui œuvraient, tu dois avoir une manière de contrôler l'uniformité de la qualification. Alors, on vit tous avec la limitation qui est il ne faut pas croire ce que le juge dit. Puis je le dis toujours dans mes publications. Merci. Alors, un petit bout, le cadre juridique, d'habitude, les gens en santé, ils trouvent le droit plate, alors je mets une image, mais pour vous, c'était peut-être pas nécessaire. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon domaine, la loi sur les accidents de travail, les maladies professionnelles, vous avez les 2 définitions ici. Si on veut être indemnisé, il faut soit démontrer un accident de travail, événement imprévu soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion du travail et qui entraîne une lésion professionnelle. Et
maladie professionnelle, c'est l'autre porte, maladie, qui ne veut pas dire blessure, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement au risque particulier du travail. Vous avez deux portes, essentiellement 90%, puis on le sait, parce que des lésions psychologiques attribuables aux problèmes de stress chronique sont traitées en vertu de la définition d'accident de travail. Maladie professionnelle, c'est à peu près 10% pour les lésions psychologiques et les proportions commencent à être les mêmes pour les maladies musculo-squelettiques. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, ça c'est une autre présentation, mais retenez que juridiquement, un accident de travail a une interprétation très large. Il y a des centaines de jugements d'initiation des milieux, des tribunaux spécialisés. Le changement de tâche est un événement imprévu soudain selon la jurisprudence. Si j'ai un nouvel ordinateur depuis 2 mois, c'est un événement imprévu soudain. Dans un dossier de reconnaissance, c'est une tendinite. Les efforts inhabituels, la surcharge, les contraintes anti-ergonomiques, je ne peux pas ajuster ma chaise, je tape comme ça. Une méthode de travail inadéquate, on ne plie pas les genoux lorsqu'on soulève des poids. Un outil défectueux, on tient le téléphone comme ça parce qu'on est obligé de taper en même temps, on se crée un problème au cou. Alors tout ça, c'est des événements imprévus soudains selon la jurisprudence. Si ça vous intéresse, il y a un traité de 600 pages qu'on a fait en bout de piste parce qu'on écrit aussi pour les juristes et vous avez toutes les références là-dessus, juste sur les maladies musculo-squelettiques. L'article 29, maintenant, c'est la présomption dans la loi. On va présumer que certaines maladies sont associées au travail, en quelque sorte. Alors, vous avez le texte de la loi ici, je ne le lirai pas, mais le premier paragraphe présume que les maladies décrites en annexe sont associées au travail, telles que décrites en annexe aussi, et le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteindre d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie dans l'annexe. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Et pour ce qui nous concerne ici, on va s'attarder parce qu'il faut regarder les mots. Ça, c'est la présomption pour les maladies musculo-squelettiques. Les maladies, alors à gauche, dans l'annexe, on dit lésions musculo-squelettiques se manifestant par des signes objectifs, bursite, tendinite, ténosynovite. Il y a 3 maladies nommées. Puis là, il y a des romans fleuves de savoir si on peut élargir ou pas. Et le genre de travail est décrit un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées. Alors, notez comme il faut, répétition de mouvements, c'est tout ce que la loi exige. Et ça, c'est la loi, ce n'est pas un règlement. Ou de pression sur les périodes de temps prolongées. Donc, 2 variables, répétition. Bon. Les maladies visées par l'annexe, ce qui est clair, c'est à gauche, je viens de les lire. Ce qui est clairement pas visé par la présomption, c'est le syndrome du canal carpien. Et ce qui est controversé, c'est les épicondylites, les épitrochléites et les tendinopathies, parce que les décideurs, il y en a qui disent que c'est inclus dans les tendinites et d'autres pas. Alors, voilà. Si 29 ne s'applique pas, si ce n'est pas présumé relié au travail, il y a l'autre option, c'est de passer par l'article 30. Et là, le travailleur a le fardeau de démontrer qu'il a contracté une maladie, donc la maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail. Sa maladie est soit caractéristique du travail, ça n'arrive jamais, ou elle est reliée directement au risque particulier du travail. Alors ça, c'est le fardeau de preuve d'une maladie non présumée. Il y a eu 2 décisions très importantes qui étaient rendues par le même juge assisté des mêmes médecins en 1994, impliquant la Société canadienne des postes. Et suite à ces victoires pour la Société canadienne des postes, qui contestait une interprétation trop large à leur idée de la loi, ils ont organisé un colloque, la Société canadienne des postes a organisé un colloque médico-légal à Montréal. Il y avait au-delà de 400 personnes qui ont assisté, surtout des avocats du côté patronal. Mon assistante de recherche est allée aussi. Il y avait un bouquin qui est sorti et c'était des présentations par les médecins et les avocats de la Société canadienne des postes pour expliquer comment contester tes réclamations en TMS, en troubles musculo-squelettiques. Donc, vraiment, 400 personnes, c'est du monde à la messe, puis tout le monde est reparti dans la nature
pour appliquer les nouvelles connaissances acquises. Alors, et suite à ça, évidemment, on a notre préoccupation syndicale qui dit que les femmes perdaient tous leurs cas, puis elles perdaient avant ce jugement-là. Alors là, on s'est dit, c'est une belle occasion de mesurer l'impact à la fois du jugement de 94, mais aussi de cette médiatisation faite par la Société canadienne des postes des résultats. Alors, la nouvelle décision, vous vous rappelez la présomption pour 29, il y avait 2 éléments. On a ajouté tout ceci par interprétation à la loi. Alors, dorénavant, il fallait identifier le tendon. Il ne suffisait pas de dire tendinite de l'épaule, il fallait dire quel tendon dans l'épaule. La sollicitation du tendon par le travail, rapport entre la lésion et le mouvement, la cadence imposée, absence de variété dans les mouvements et une force ou effort significatif, et c'était cumulatif pour certains juges. Article scientifique pour démontrer le rapport entre la lésion et le mouvement et la prévalence de ce type de lésion dans le même type de milieu. Et finalement, idéalement, une étude ergonomique pour démontrer la sollicitation. Alors, tout ça pour bénéficier d'une présomption dans une loi sociale. Ça a ajouté beaucoup à la législation comme telle. Et là, on a fait donc l'étude qui est décrite dans le texte que vous avez lu, si vous avez pu le lire. Et sinon, en 3 diapos, je vous l'explique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 100% des jugements. Puis ça, c'est clé dans la méthode. Soit on prend 100% des jugements, soit on part avec 100% des jugements, puis on choisit d'une manière aléatoire, s'il y en a trop. Alors, dans cette étude-là, on a pris 100% des épicondylites, donc mes diagnostics hybrides, 100% du syndrome du canal carpien, mon diagnostic qui n'a jamais été présumé relié au travail, et on a pris le tiers des tendinites, parce qu'il y avait beaucoup plus de tendinites, il y avait plusieurs centaines, et on a au hasard choisi ces tendinites pour faire une banque de données utilisant pas le modèle que vous avez là, parce que celui-là, c'était pour la santé mentale, mais quelque chose de cette nature-là. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de regarder l'impact de ce colloque. Et si vous voyez dans le graphique, dans la première année, la maladie présumée reliée au travail est en bleu, et 70% des réclamations en appel étaient acceptées. Pour l'hybride, il y avait à peu près 40% qui étaient acceptés pour les épicondylites, et pour les non présumés, c'était à peu près 29%. Mais lorsque vous attendez à la 3e période, en 96, on avait vraiment réussi à faire neutraliser l'effet de la présomption en faveur des travailleurs. Il n'y avait pas de différence du tout entre les tendinites, les épicondylites et le syndrome du canal carpien. Alors, c'est une méthode qui vous permet de faire ça, de mesurer un impact. Ici, on était intéressé par la discrimination, mais on était aussi intéressé par la mesure d'un effet d'un événement. Parce que vous allez voir des autres que je vais vous montrer, ce n'est pas nécessairement réservé à la démonstration de la discrimination. On peut utiliser cette méthode pour mesurer d'autres choses aussi. OK, alors, ça, à date, ça va. Là, on a dit, mais c'est bien beau de voir que ça va mal, mais là, il faut trouver le vecteur de cette détérioration. Ben, ça va mal pour mes partenaires et donc pour moi, du côté syndical, pour la reconnaissance des maladies des travailleuses et des travailleurs. Alors là, on essaie de reconnaître, premièrement, est-ce que ça va également mal pour tout le monde, parce que notre mandat a été la question des hommes et des femmes, et on a découvert avec la même banque de données que pour chaque diagnostic, que ce soit tendinite, que ce soit épicondylite, ou que ce soit le syndrome du canal carpien, les hommes réussissaient mieux que les femmes dans leur réclamation. Alors, ça commençait à ressembler un peu à une certaine discrimination, mais on ne saute pas aux conclusions parce que les statistiques ne font pas preuve de discrimination. Si vous avez lu l'article, vous pouvez voir que des fois, les hommes perdent plus que les femmes, puis c'est pour une bonne cause. C'est parce que leurs causes sont moins bonnes. Tu sais, il faut qualitativement évaluer quand même. Mais ici, on a regardé ça, on a dit, c'est bizarre. Le taux d'échec au tribunal d'appel est plus grand pour les travailleuses que les travailleurs. Alors là, on commence à vérifier les causes de cette discrimination potentielle avant de dire qu'il s'agit de la discrimination. Alors, on mesure avec cet outil que vous avez qui est en train de circuler
est-ce qu'il y a un écart significatif sur le plan statistique entre les dossiers d'hommes et les femmes pour les diagnostics? Alors, si les diagnostics sont écrits d'une manière tout croche par le médecin, puis c'est pas appuyé et tout ça, bien, ça peut justifier un refus. Alors, peut-être les femmes allaient voir la clinique locale sans rendez-vous, alors que les hommes avaient des bons médecins, mais il n'y avait rien là-dessus au niveau du processus diagnostique ni au niveau du diagnostic. On s'est dit, peut-être les femmes ne sont pas représentées ou sont représentées non pas par un avocat ou par leur syndicat, mais par quelqu'un qui est peut-être moins compétent. Il n'y avait pas d'écart là-dessus. On s'est dit, peut-être les femmes étant plus pauvres, et ça on le sait, sont moins susceptibles de payer le 1 000, 2 000, 3 000 $ que ça coûte pour faire toutes ces expertises qu'on souhaite. Mais il n'y avait pas de différence au niveau de la nouvelle preuve médicale. Et finalement, sur le nombre de cas où il y avait une mention de conditions personnelles, ou préexistantes, on s'est dit, mais peut-être les femmes, elles ont des enfants à la maison, elles ont toutes sortes d'autres... Peut-être les stéréotypes, c'est que les femmes ont mal partout, elles sont plaignardes, tout ce que vous connaissez, c'est travailler sur la discrimination à l'égard des femmes. On cherchait ça, mais la mention de conditions personnelles ou préexistantes n'était pas statistiquement différente. Et c'est là où on bascule dans le qualitatif, et on regarde, mais c'est quoi ces conditions préexistantes-là? Et là, c'est le champ avec les mots et non pas juste le champ binaire. Alors, pour les hommes, il y avait de l'arthrose, le diabète, la maladie rhumatismale, entre autres, le syndrome du canal carpien est associé au diabète, par exemple. Les femmes avaient ça aussi, mais en plus, il y avait le fait qu'elles étaient âgées, entre 39 et 60 ans, ou adultes, dans certains cas, parce que les femmes adultes, on sait, le syndrome du canal carpien, alors la plupart des travailleuses sont adultes, qui faisaient en sorte que ça n'aidait pas leur cause. Dans la trilogie en 1994, dans la décision, c'était les Sociétés canadiennes des postes, des codeuses qui faisaient des gestes à tous les 2 secondes. Tous les 2 secondes, c'est vite, hein? 8 heures par jour avec des petites pauses. Et le juge avait dit, mais elle coupe les légumes à la maison. Ça doit être à cause de ça. Alors, effectivement, on a retrouvé ce genre de commentaires. Le fait d'être une femme, on sait que les femmes sont plus nombreuses à avoir, entre autres, le syndrome du canal carpien, mais des tendinites, et la ménopause, ou la grossesse, c'était au choix, en fonction de l'identité de l'individu. Alors là, on s'est dit, c'est intéressant. Puis cette condition préexistante faisait que la réclamation était moins acceptée? Est-ce que c'est ça? Statistiquement, oui. Okay. Est-ce que ça devrait l'être? Ça, c'est une autre question, mais statistiquement, c'était associé. Et lorsqu'on regarde les facteurs explicatifs en synthèse, on véhicule l'idée, premièrement, que le travail des femmes est léger et ne peut pas causer de pathologie. Alors, taper à machine, tu fais ça, là. Hein? On peut faire ça la journée longue, c'est pas troublant. Les étudiantes, il n'y en a pas un qui a un problème de musculo-squelettique, qui fait un doctorat. C'est une maladie professionnelle des étudiants au doctorat, je vous préviens. On comprend mal les preuves d'experts, puis on peut le documenter qualitativement dans les publications qu'on a fait. On considère le sexe de la travailleuse comme le facteur de risque. Et finalement, le taux d'acceptation des réclamations des travailleuses diminue lorsqu'un médecin assesseur participe à la décision. Le juge à la CLP, ou aujourd'hui au TAT, a l'option de se faire accompagner par un médecin. Puis lorsqu'un médecin était là, le taux d'acceptation chutait, particulièrement pour les femmes. Je ne sais pas si j'ai gardé ça. Et vous vous rappelez, là je vais revenir à ma règle de droit, vous vous rappelez travail répétitif sur des périodes de temps prolongées, mais un jugement typique qui banalise le travail des femmes est celui-ci. Dans ce cas ici, la travailleuse, c'est une tendinite de l'épaule, donc présumée. Elle remplit de sauce 1440 plats de macaroni à l'heure. Alors, elle fait ça avec son bras dans l'air, évidemment. Et ça, c'est la ratio de la décision, tout comme le docteur Lebire, qui était un des médecins de la Société canadienne des postes à l'époque. La CLP reconnaît qu'il y a des mouvements exécutés de manière répétitive, mais on ne peut parler de répétition de mouvements, étant donné le peu d'efforts sollicités lors des mouvements exécutés. Alors, effort n'était pas dans la loi. Effort n'est pas non plus au niveau scientifique dans les données qu'on retrouve. C'est sûr que si tu fais des efforts importants, ça va augmenter tes chances de l'avoir, mais ce n'est pas un ingrédient essentiel pour faire une tendinite, de faire des efforts. Alors, là,
je pense que j'ai fini. Ah oui, j'ai fini avec une bonne nouvelle. On a refait l'étude. Alors, devant tout ça, et des fois dans l'Assemblée des corps professionnels, les gens disent, mais on ne peut pas publier 2 fois ou donner la même conférence 2 fois parce que c'est pour essayer de rembourrer notre CV. Et de grâce, on communique pour communiquer. Alors, si j'ai donné 25 communications sur ces résultats-là, à tous les niveaux, avec accessibilité scientifique au APHA aux États-Unis, accessibilité pour les travailleurs, travailleuses de base dans les syndicats, il faut passer l'information pour faire des changements. Alors, soyez pas complexés que vous utilisez la même recherche pour plus d'une communication ou plus d'un article. C'est pas dans le but de rembourrer votre CV, croyez-moi. Alors, on a refait l'étude. L'air de rien, on a pris les jugements en 2006. Il y avait 114 qu'on a pris. Je pense qu'on a pris la même chose, 100% des épicondylites et 100% des syndromes du canal carpien et seulement un tiers des tendinites encore. Et là, on a retrouvé premièrement que l'effet discriminatoire à l'égard des femmes était complètement disparu. Et deuxièmement, la tendinite, pas juste la tendinite, les TMS en général, les troubles musculo-squelettiques des 3 catégories, 70% des dossiers étaient acceptés, 69 pour les femmes et 70 pour les hommes, qui est évidemment, ça s'équivaut. Alors, on a eu l'impression qu'on avait changé les pratiques, et surtout parce que nos partenaires nous disent, parce qu'ils sont là, parmi les choses qu'on a fait dans les toutes premières études, on a regardé le sexe, et on le fait toujours, le sexe des décideurs. Et les juges étaient tous, les juges de la CLP ou du TAT ou du tribunal étaient à peu près moitié-moitié les femmes, peut-être 65, 55, mais 55, 45. Mais les représentants syndicaux étaient au-delà de 85% hommes, et du côté patronal, c'était 95% hommes. Alors ça, c'est notre première étude sur la santé mentale qui est décrite là-dedans, mais dont je ne parle pas aujourd'hui. Mais là, bon, je peux vous dire que la deuxième étude, il y avait plus d'hommes, il y avait plus de femmes du côté syndical. On ne peut pas influencer les gens qui ne sont pas nos partenaires, mais chez les syndicats, ils ont compris qu'il fallait qu'ils commencent à recruter d'une manière proactive des femmes, parce que si tu es une caissière, un débardeur ne va pas comprendre ton travail. C'est aussi simple que ça. Il veut bien comprendre ton travail, mais il n'y a pas d'idée. Tu sais, il achète chez Métro, ça a l'air facile, hein, à côté de ce qu'ils font dans le port de Montréal. Bon, bref. Alors, est-ce que ça va? Je vous déballe ça vite. Je vous montre quelques études en santé mentale maintenant. Les maladies psychiques reliées au travail. Et je pense que je ne vous donne pas de cours de droit sur la reconnaissance. C'est décrit dans l'article et dans les périodes de questions, si vous êtes intéressé par les critères de reconnaissance des problèmes de santé mentale au travail, je vais vous en parler avec plaisir. Alors, ça, c'est pas l'étude qui est dans l'article en hommage à Mme Claire Leroux-Dubé. Ça, c'est les 2 études qui ont suivi. Alors, si vous n'avez pas lu cet article-là, vous allez avoir lu, vous aurez appris que la première étude sur la reconnaissance du stress chronique relié au travail, qu'on avait fait sur un corpus de 87 à 92, je pense, ou 94, je ne m'en rappelle pas, mais c'est écrit. On a pris tous les jugements et du Bureau de révision paritaire, qui à l'époque, le jugement était accessible, et du tribunal d'appel, qui était la CALP à l'époque. Et on avait, pour faire une histoire courte, parce que c'était écrit en long et en large, on avait découvert, on pensait, mon hypothèse était que le stress au travail, c'est difficile à gagner pour tout le monde. Mais dans les faits, ce qu'on a découvert, c'est que les hommes s'en sortaient assez bien, et les femmes, c'était de catastrophe. Et les femmes gagnaient jamais, et que c'était vraiment la discrimination systémique, dans le sens que les mêmes critères appelaient un homme ou une femme donnaient des résultats contraires. Et encore une fois, ça c'était la première étude qu'on avait fait, puis on a fait beaucoup de bruit autour de ça, qui fait en sorte que le même processus de sensibilisation, si vous voulez, au niveau des décideurs a eu lieu. Et par la suite, il y a eu une deuxième étude pour voir, un peu dans le même pattern, pour voir si on avait amélioré les choses, et aussi pour voir le comportement du nouveau tribunal, parce que la CALP avait compétence jusqu'en 97, 18 mise en vigueur en 98,
Et là, ensuite, c'était la CLP, puis on s'est dit, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Et là, on l'a refait une troisième fois, parce qu'en 2002 et vraiment en vigueur en 2004, on a la loi sur les normes du travail qui donne aux travailleurs et travailleuses le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Alors là, on a un changement en profondeur du droit du travail, mais avec aucune conséquence légale sur le droit à l'indemnisation. On n'a pas touché les règles de droit sur l'indemnisation dans cette réforme-là. Alors là, on s'est dit, sur 15 ans, là, le prochain diapo, c'est vite dit, là, mais c'est long à faire, on s'est dit, qu'est-ce que ça change? Alors, on a regardé à gauche, ici, ça c'est tout avant l'adoption de la loi sur les normes du travail qui interdit le harcèlement psychologique. On a créé une banque de 357 jugements, N égale 357, c'est ça que ça veut dire, et on s'est dit, voulait juste stress chronique en appel, là-dedans c'était juste la CALP, on n'avait pas du bureau de révision paritaire ici. Et harcèlement psychologique, 30% des dossiers étaient acceptés avant la modification de la loi sur les normes, 52% des décisions sur le harcèlement discriminatoire, et les autres dossiers, les stress qui n'est ni harcèlement discriminatoire, c'est 53%. Et rappelez-vous, c'est tous des gens malades qui doivent aller chercher une indemnité à la CSST à l'époque parce qu'ils sont inaptes au travail. Donc, ce n'est pas un cas de démonstration de discrimination sans conséquences pour la santé. Par définition, on est ici en matière de santé. Lorsque la nouvelle loi rentre en vigueur en 2004, là, on a attendu quelques années et là, on a fait 100% des jugements qui donnaient 287 en 2 ans, cette fois-là de la CLP. La CLP a été rendue responsable. Harcèlement psychologique, harcèlement discriminatoire et autres. Alors, au niveau du succès, harcèlement psychologique a monté de 30 à 37%. Harcèlement discriminatoire a chuté. Et ce qu'on a vu, je n'ai pas le temps d'élaborer beaucoup là-dessus, mais ce qu'on a vu qualitativement, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'hommes dans le harcèlement discriminatoire dans la deuxième cohorte, parce que la Commission des droits de la personne a cessé de prendre des dossiers, a envoyé tout le monde pour se faire indemniser en CSST. Il y avait beaucoup d'hommes, donc, qui n'étaient ni syndiqués, qui étaient victimes de discrimination, qui se ramassaient à CSST, où c'est très, très, très spécialisé, technique, et pas particulièrement facile à naviguer. Et ça explique en partie les résultats. Et les autres, c'était rendu que les affaires autres que harcèlement, c'était 62% taux de succès en appel. Et pour une raison que je n'ai jamais réussi à expliquer, parce qu'on parle quand même de 357 jugements et 287 dans la deuxième cohorte, la CLP et la CALP ont réussi à faire 46% d'acceptation pile. Ben, 45.8, 45.7. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est le hasard, c'est vraiment... Et ce qu'on dit à nos clients, si on met notre chapeau avocat, si vous perdez en première instance, allez en appel, parce que vous avez plus de chances en appel qu'en première instance. Alors ici, on voit le pourcentage de dossiers impliquant des femmes. Harcèlement psychologique, c'était à peu près un peu plus que 50% de la première période avant la loi. Harcèlement discriminatoire, c'était plus que 70% des dossiers. C'était essentiellement du harcèlement sexuel dans la première période. Et autres... que je vais vous expliquer dans une minute, les femmes représentaient à peu près 41%. Dans la deuxième période, les femmes représentent la même chose. Ma graphique n'est pas jolie, mais c'est 54% dans la deuxième période. Mais harcèlement discriminatoire, c'est juste 50% de femmes, alors qu'avant, c'était plus que 70%. C'est là mes hommes qui sont rentrés. Et finalement, autres sont rendus 58%. Et dites-vous, où travaillent les femmes? Travaillent dans la santé, travaillent dans l'éducation, travaillent dans la fonction publique. C'est pas très bon pour la santé mentale en général. Et on pourrait en parler dans la discussion. Alors, lorsqu'on regarde le taux d'acceptation selon le sexe, la première étude, juste harcèlement psychologique maintenant. Les hommes, dans la première étude, gagnaient seulement 20% de leur cas. Les femmes gagnaient 37%.
Dans la deuxième étude, les hommes gagnaient 31% et les femmes gagnaient 41%. Alors, au niveau absolu, on ne pouvait pas dire que les femmes faisaient l'objet de discrimination pour ça. Ça ne voulait pas dire qu'elles ne faisaient pas l'objet de discrimination, mais disons que les chiffres ne nous disaient rien pour explorer plus loin. Ça nous permet, cette méthode aussi, d'identifier les auteurs de harcèlement, qui est une question qui m'est très souvent posée. Puis c'est la seule manière que j'ai réussi à le faire d'une manière durable, c'est avec ça. Alors, dans la première étude, 83% des auteurs de harcèlement étaient des superviseurs. Dans la deuxième étude, c'était rendu à 87%. Collègues, 26% en première étude, 44% dans la deuxième. Évidemment, on peut être harcelé par plusieurs personnes, puis on peut les ajouter. Si vous êtes à la fonction publique fédérale, vous avez des chiffres extraordinaires là-dessus. J'ai présenté à Justice il y a 2 semaines, et on a réussi à colmater le harcèlement par les collègues, mais pas par les superviseurs. Alors, si ça vous intéresse, ça se corrobore par les enquêtes de 27 000 fonctionnaires fédéraux, même pas. Je suis correcte avec le temps? Oui. OK. Et là, c'est pas qu'on quitte le droit, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais tout le monde ici travaille ou a déjà travaillé. Alors, lorsqu'on parle de autres, de quoi parle-t-on? Et dans la littérature, il y a des risques psychosociaux qu'on connaît, et ça serait 45 minutes, juste vous expliquer tout ça. Et ce qu'on a fait pour les 2 études, la deuxième et la troisième en santé mentale, on a pris la réponse à la question de quoi se plaignent les gens, et finalement, qu'est-ce qui est retenu par le décideur, et quels sont les facteurs de stress dont se plaignent les gens. Et on a une liste qu'on peut cocher, en plus d'un texte où on peut écrire l'histoire de la personne, et on cumule, on peut avoir 10 problèmes au travail. Et là, ici, vous avez la palmarès. Dans la première étude, sur 357 dossiers, 97 parlaient de la surcharge de travail. Absence de soutien du superviseur, 95, presque le tiers. Lourdeur des responsabilités, là, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il faut avoir une lourde responsabilité pour s'en plaindre. 47 personnes, mais c'était la troisième en fréquence. Absence de contrôle. Ça, c'est une mesure classique de stress au travail lorsqu'on a une demande élevée avec une faible marge de manœuvre. Si on pense, par exemple, à Phoenix, hein, vous êtes la personne, bon, bref, pour les fonctionnaires, vous me comprenez, mais aussi pour des secrétaires qui se font dire par 7 personnes différentes, c'est pour demain, puis que les 7 personnes ne se consortent pas. Absence de contrôle, non-reconnaissance. Lorsque on travaille comme des forcenés, puis personne dit bonjour, personne dit c'est bien ce que vous avez fait. Et absence de soutien de collègues, c'est le 6e ici dans la première cohorte. Ce que vous avez dans la deuxième colonne, c'est ce que les juges en pensent. Alors, la bonne source de stress pour gagner sa cause, si on peut parler comme ça, c'était la lourdeur des responsabilités. 62% de ces dossiers-là été accepté. Entre autres, on avait une inspectrice fédérale en alimentation, parce que le fédéral est couvert, évidemment, dans mes affaires ici, si vous êtes au Québec, qui y ont coupé un des 2 postes d'inspecteur des aliments, mais ils n'ont pas augmenté ses heures de travail. Puis c'était la seule qui inspectait nos aliments à ce poste-là. Évidemment, ça augmente le stress, c'était accepté. Alors, les juges peuvent s'identifier vraiment avec les gens avec beaucoup de responsabilités. Alors, dans la première étude, 62%, c'était l'argument le plus fort, suivi avec 57% absence de soutien du superviseur, et par la suite, ça s'équivalait. Dans la deuxième étude, le palmarès, c'est absence de soutien du superviseur. 154 des 287 dossiers en parlaient. Suivi en deuxième lieu par la surcharge. Et ensuite, bon, le troisième, non-reconnaissance, vous pouvez lire ça vous-même. Et cette fois-ci, le bon argument, c'est absence de contrôle, avec 52%. Possiblement parce que beaucoup de dossiers se règlent en conciliation maintenant, qui fait en sorte qu'il y a plus de dossiers qui sont acceptés par la CSST d'une part, et moi je ne les vois pas,
ou qui sont acceptés en conciliation, et là, on ne les voit pas encore. Alors, là, il me reste 2 diapos, alors je pense qu'on est correct? C'est correct. 2, je pense que 2. Alors, les prérequis pour appliquer cette méthode. Il faut avoir accès à l'ensemble du corpus décisionnel du tribunal. Et moi, je connais mon domaine, je sais que je peux avoir 100% des jugements, je sais à compter de 2003, je ne peux pas utiliser la banque résumée pour avoir 100% des jugements, il faut que j'aille procéder autrement. Azumit va vous expliquer ce qu'ils retiennent et tout ça, si vous le voulez. Est-ce que pour les gardes d'enfants, on pourrait faire la même chose? J'en sais rien, mais ce serait intéressant de réfléchir. Je ne sais pas. Pour chacun, il faut vraiment développer une expertise dans le petit créneau qui est là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une analyse de toutes les décisions? Non, on peut les choisir d'une manière aléatoire. Évidemment, lorsqu'on écrit le traité en droit sur le sujet, on va lire ceux qu'on a exclus parce qu'on les a pris au niveau aléatoire. En droit, ce n'est pas notre méthodologie de choisir de manière aléatoire, mais pour faire une banque de données sur un portrait comme ça, statistique et avec un discours qualitatif, on n'a pas besoin d'avoir 100% des jugements. Puis si on manque le gros jugement de la Cour suprême, ce n'est pas la méthode qu'on utilise pour faire l'analyse de discours de toute façon. Alors, il ne faut pas oublier votre chapeau de juriste lorsque vous faites ça. Il faut que ce soit un échantillon représentatif qui veut dire au hasard. Ou que ce soit 100%. J'ai une amie, collègue, qui avait fait sa thèse de maîtrise sur les meurtres de femmes par leurs conjoints au Québec, je pense en 1986. Puis il y avait peut-être 100 cas, je ne m'en rappelle pas. Puis elle faisait des statistiques avec 2 personnes. Puis là, au début, on s'est dit, mais est-ce que tu peux dire que, disons, elle avait 50% parce que 2 personnes sur 4 sur l'île de Montréal étaient sur l'île de Montréal. Je ne m'en rappelle pas de les faire. Puis on disait, mais on ne peut pas faire sur 2 personnes des statistiques. Si tu as 100% des dossiers, tu peux. Mais c'est sûr que si tu as 100% des dossiers, ça ne veut pas dire que ton échantillon est toujours représentatif, mais lorsque c'est toutes les personnes qui ont été tuées par leur mari, c'est vraiment représentatif. Ça coûte de l'argent. Si vous voulez savoir pourquoi faire une demande de subvention, c'est une réponse. Et ça coûte du temps. Un étudiant de maîtrise, je dirais, faites pas ça. Étudiante au doctorat, étudiant au doctorat, peut-être, si c'est utile. Mais ce n'est pas essentiel. Et les avantages et les inconvénients, les forces, c'est que peu importe le décideur qui vous intéresse, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Parlement, le comité qui siège sur la réforme de C-65, ou que ce soit le directeur de la CLP, ou que ce soit le directeur de la santé publique, les chiffres sont utiles. Les chiffres sont utiles, surtout si tu peux les défendre. L'utilisation de l'outil FileMaker permet une analyse qualitative et quantitative. Je continue à utiliser ça, mais j'ai jamais voulu utiliser pour ça les autres outils qui sont disponibles. EndNote, on peut l'utiliser pour une synthèse de la littérature, on peut utiliser NVivo pour beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est peut-être parce que je suis vieille et je ne change pas d'habitude, mais FileMaker, pour moi, c'est le plus utile. Et tu le conçois toi-même, tu mets les champs que tu veux, et il y a des gens qui peuvent vous expliquer comment faire ça. Puis c'est beaucoup moins cher qu'NVivo, en passant. Il y a des limites, il y en a beaucoup. Bon, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, l'approche est basée sur le discours des juges et ne reflète pas nécessairement la réalité. Alors, on n'est pas là pour tirer des conclusions sur le stress au travail, sur le marché du travail, mais de toute façon, si 95% des dossiers sont acceptés en première instance, on n'a rien. Et même si on regarde tous les appels. Et les résultats ne tiennent pas compte des décisions réglées en conciliation. Puis en matière de santé au travail, c'est plus que 50% des dossiers. Et en plus, une de mes étudiantes à l'époque de maîtrise a démontré que les problèmes de santé mentale et les employeurs et les travailleurs règlent d'une manière disproportionnelle en conciliation pour ne pas avoir leur nom associé aux problèmes de santé mentale. Alors, ce n'est pas représentatif de la réalité de la CSST et les résultats ne reflètent pas les pratiques des décideurs de première instance. Mais ce que tu peux faire là-dedans et ce qu'on a fait systématiquement, c'est de regarder, mais tu fais, si vous avez le formulaire l'histoire décisionnelle, tu as la décision de la CALP, et avant la CALP, il y a le bureau de révision, puis avant le bureau de révision, c'est en première instance.
Et on sait si c'était accepté en première instance. Et dans les premières études publiées, 97% des appels, c'était parce que la CSST avait refusé la réclamation. Et ça, c'était avant qu'elle publie ses statistiques officielles. Maintenant, pour la violence au travail, le harcèlement en fait partie. Elle publie chaque année. Il y a à peu près 14 à 16 réclamations acceptées selon les statistiques officielles de la CSST. Alors, si vous pensez que la Commission des droits envoie tout le monde là, vous pouvez imaginer qu'il y a un problème d'effectivité du droit. Et je pense que j'ai fini. Alors, merci. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à poser, on a du temps pour poser des questions à la professeure Lippel, donc sur le fond, sur la forme, sur le logiciel. Oui. J'ai fait beaucoup d'accidents de travail quand j'étais à l'aide juridique. Ça fait 8 ans je ne l'ai pas touché. Mais plus long quasiment de votre présentation, je me suis posé une question, marquez bien. Est-ce qu'il y a déjà eu, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'accidents d'auto, est-ce qu'à la SAC, on fait une étude de comparative? Naturellement, je comprends que ce n'est pas une maladie professionnelle, mais il y a aux accidents de travail, quand on parle, vous parlez des médecins tantôt, on peut revenir sur beaucoup de choses. Dans notre région ici, si la CSST ou la Société d'assurance auto envoyait tel médecin, tu étais certain que tu perdais ta auto. Je me suis demandé, est-ce que, en ce qui concerne l'aspect, est-ce qu'il y a une comparaison ou une étude semblable, est-ce que les femmes en matière d'accident d'auto, pour naturellement des blessures, on s'entend, mais aussi il peut y avoir des aspects psychologiques aussi suite à un accident d'auto, là. Est-ce qu'il y a une étude semblable? J'ai travaillé un peu sur la SAC, mais non pas avec cette méthode-là. D'ailleurs, avant d'être prof, je plaidais, puis j'ai déjà plaidé à la SAC, au bureau de révision, puis j'ai dit, mais c'est le docteur Renaud qui a fait l'expertise, vous savez qu'il n'accepte jamais, puis elle a dit oui, mais une fois, je l'ai vu. Le juge m'a dit ça. Alors, je vous entends, là, c'est beaucoup mieux que ça a déjà été. Mais il y avait, si tu veux tuer ton chien dès qu'il a la rage, envoyer le travailleur ou la victime d'accident d'auto à tel médecin, tu peux être certain qu'ils vont confirmer ce que tu veux comme organisme d'indemnisation. Puis ça n'a pas beaucoup changé. J'ai fait des études, est-ce que j'ai fait des études? J'ai pas fait des études statistiques sur ça. Mais j'ai fait des études sur le rôle des médecins experts. Et j'ai observé aussi des médecins experts qui expliquent leur stratégie pour faire en sorte que la personne reconnaît qu'elle est capable de retourner au travail. Et ça, il y a des trucs particuliers pour les femmes. Ou quelqu'un dans une conférence, moi j'attendais pour passer, puis la personne avant moi a dit, mais le bon truc, c'était la Société des médecins experts du Québec, disait, ben, si tu dis que tu vas enlever son permis de conduire, elle ne pourra pas chercher les enfants. Alors, ça, c'est un fait divers, c'est un constat qualitatif, mais je soupçonne, d'après ce que j'ai entendu, que et mes résultats ici, au niveau du rôle des médecins, je ne pense pas qu'ils seraient très différents du côté des victimes d'accidents d'auto. Et j'ai interviewé beaucoup d'experts qui faisaient le tout. Et qui sont des honnêtes personnes, là, qui font ça parce que il ne faut pas que le Québec fasse faillite. Il y a tout un discours qui accompagne leur compréhension de leur mission. C'est ça. Mais statistiquement, je ne suis pas sûre que la SAC financerait cela. Et je pense aussi que le nombre de dossiers, malheureusement, les lésions psychologiques, pas juste les lésions professionnelles sont très, très, très judiciarisées. Il y a plus de 36 000, dépendant des années, 33 à 36 000 appels par année, alors qu'en Ontario, au WISIAT, à l'équivalent au tribunal d'appel, il y en a 5 000. Et ils disent que c'est l'explosion totale en Ontario. Ils sont très nerveux de leurs 5 000, mais chez nous, c'est 36 000. C'est pas vrai pour les appels en matière d'accident d'auto. Il y en a beaucoup moins. Julie? Oui, merci Catherine pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Juste une petite note. Personnellement, moi je pense qu'Envivo ferait une bonne job, probablement plus rapide que FileMaker si on le sait comme il faut. En tout cas. Ça se peut. Mais c'est sûr que c'est moins clair peut-être, mais je pense que s'il y a de la flexibilité
outils dans l'outil pour le faire. Je trouve aussi que c'est super intéressant ce que tu dis, l'idée qu'il faut combiner le qualitatif et le quantitatif pour essayer de pousser l'analyse plus loin et de comprendre les phénomènes, surtout dans un contexte assez troublant où finalement le genre de travail que tu fais, que certains groupes aussi dans le milieu juridique et ailleurs font, cette analyse-là qualitative et quantitative, finalement on voit la fois beaucoup plus développée dans le secteur commercial avec l'émergence de tous les outils de justice positive, notamment en matière d'indemnisation, par des gens qui n'ont pas ce souci-là de comprendre ou d'expliquer ou de modifier les pratiques, mais plutôt d'essayer de vendre une forme de certitude ou vendre un portrait qui est considéré comme juridiquement valable de ce qui se passe dans la réalité, avec des impacts absolument, qui peuvent être absolument désastreux. Tu sais, je pense que ce qui est merveilleux dans ce que tu as fait, c'est qu'il y a eu un impact sur les décideurs et un impact en vue d'un changement. Alors que dans ces outils-là commerciaux qui vont prendre de plus en plus d'importance, l'impact va être au contraire dans la cristallisation des pratiques avec les billets de conformité à ce qui existe déjà. Puis là, ce qui va arriver, c'est que les justiciables vont recevoir ces données-là non travaillées par des chercheurs. Ils vont dire, oh, ben là, ça ne sert à rien que je fasse une réclamation. Puis là, les statistiques vont s'amplifier de façon continue dans le temps. Puis je pense que si on n'est pas déjà outillé comme chercheur pour utiliser ces outils-là, les comprendre et démonter les postulats à la base de ça, parce qu'on pourrait avec des sérieux problèmes justement d'évolution du droit. Donc c'est vraiment très, très intéressant et très important. C'est très intéressant ce que tu soulèves. À la CSST, en 90 à peu près, il y a eu un débat pour savoir si on était pour introduire un système expert pour aide à la décision. Et je ne sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne, mais il y a eu énormément de résistance. Notamment parce que les gens se suicident, hein, les justiciables à l'intérieur, les accidentés du travail, c'est des gens qui souffrent, qui sont handicapés, qui sont très malades. Puis moralement, tellement de personnes ont attaqué le projet qu'ils l'ont mis de côté. Mais je ne sais pas aujourd'hui ce qu'ils font. Mais vous avez tout à fait raison. Tu as raison. Catherine, je voulais te demander, moi j'avais utilisé FileMaker aussi pour faire ma thèse de maîtrise. Et une chose que j'ai trouvée qui était vraiment exceptionnelle du côté des forces, c'est que ça te permet, ça donne un effet très dynamique au projet qui évolue avec le temps. C'est-à-dire, à mesure que tu fais la saisie de données quantitatives, tu peux vraiment refaire des nouvelles hypothèses de travail qui étaient pas visibles et ajouter. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un impact très créatif. Ça imprime beaucoup de dynamisme à la recherche. Et je dirais aussi du côté des forces que ça permet aussi cet aspect de cumuler des connaissances et des bases de données que tu peux partager avec d'autres chercheurs, que tu peux revenir sur ces bases, compléter. Donc, ça fait en sorte que tout le processus de recherche devient très évolutif, très collaboratif et très dynamique. Est-ce que c'est ton expérience aussi? Oui. Même lorsque j'étais à l'UQAM, il y avait des gens qui, en droit de la famille, qui demandaient des cours de FileMaker par des techniciens qui faisaient pour partir de leur propre banque. Mais non, moi, je trouve, la seule chose qu'il faut surveiller, c'est que ça devient désuet au niveau informatique si tu ne transposes pas dans un nouvel formulaire de logiciel. Alors, mes premières banques, écoute, j'ai commencé en 86 avec ma première banque. Je ne suis pas sûre qu'elle est encore lisible. Mais il faut être vigilant de ce côté-là. Mais effectivement, et surtout, les comparaisons dans le temps, c'est important parce que là, tu peux vraiment... Ça ne veut pas dire que tu prouves quelque chose, mais tu peux te poser les bonnes questions lorsque tu compares les tendances entre différentes cohortes. Tout à fait. Et je trouvais aussi que ça te permettait, disons, de penser très à long terme, au sens où, au moment de saisir les informations, après, tu pouvais dire, bon, ça me permettra de faire un sous-corpus plus en avant sur qu'est-ce que pensent les juges de cette... Moi, je séparais entre juge, procureur
Et donc, tu devais vraiment projeter à long terme, disons, Oui. Les questions qui pourraient être intéressantes à l'avenir. Et plus tu veux faire ça, plus ça prend du temps Oui. en amont. C'est Mais ça vaut l'investissement. Ouais. Oui. Question, j'ai été très intéressée par la présentation, particulièrement au niveau de la preuve d'expert, parce que je m'occupe de technologie de droit. Et une des choses que j'allais demander, il y avait une présomption entre certaines maladies qui étaient à l'annexe et de préjudice. Là, je comprends qu'une décision a fait en sorte que la présomption était presque annihilée. Et je conclus donc que c'était une présomption réfragable. Oui, c'est une présomption. Et ça m'amène à la deuxième question. Alors moi, dans mon cas, je vois par exemple le principe de précaution. Alors, le fait d'être exposé à certains types de substances, est-ce qu'on peut présumer que les gens qui travaillent dans ce milieu-là vont avoir certaines maladies? Ce que je vois là, c'est qu'en fait, le principe de précaution, il n'est pas du tout entré dans notre système de droit pour l'instant. Il y a un jugement qui vient de sortir. Et oui, il y a un jugement qui est sorti. Et je me demandais, est-ce que donc la voie de l'avenir, puis quelle sorte d'impact ça aurait sur des modifications législatives qui auraient dit, par exemple, nous, dans l'annexe, on va dire vraiment, les gens qui travaillent dans tel secteur, ils vont développer statistiquement au bout de 20 ans, tel type de maladie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui se produit ou non? Ouais. Et là, l'impact sur les données. Quelle sorte de... Est-ce que donc, quand on analyse des données comme ça, d'année en année, est-ce qu'il faut faire une espèce de réévaluation de l'ensemble du système législatif pour être sûr qu'il n'y a pas des éléments qui feraient que, même si dans les données, on a compilé les mêmes choses, factuellement, les circonstances ont tellement changé que c'est plus les mêmes, on ne peut plus donner la même signification aux données. Point d'interrogation. Oui, c'est plusieurs questions. Hein? Oui, oui. Je vais commencer avec la présomption réfragable. C'est vrai que c'est une présomption réfragable, mais ce qui était problématique avec le jugement et ce qu'on a à peu près réussi à corriger, mais il y a encore des décideurs qui appliquent ce jugement-là en pratique, c'est que pour appliquer la présomption, on exigeait toutes ces questions-là. La présomption est là, et la Cour suprême l'a dit, pour faciliter le travail des victimes d'amiante, les veuves qui sont là. C'était elles qui avaient témoigné lorsque la loi a été réformée en 1985. Alors, s'il faut aller chercher 10 000 $ d'expertise pour faire appliquer la présomption, on a un problème. Alors, effectivement, ça, c'est un premier bloc. Le principe de précaution est une deuxième question qui est intéressante et qui surtout parce qu'il y a deux lois. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur deux lois. Hein? Alors, c'est facile en droit, là, tu les lis vite, puis tu es ficelé. La loi sur la santé et sécurité du travail, il y a un jugement qui est sorti qui a dit qu'il faut l'interpréter à la lumière du principe de précaution. C'est pour chez nous, parce que vu qu'il y a des clauses privatives très étanches, c'est un jugement de la Cour supérieure et tout le monde s'excite. Hein. Alors, c'est un jugement de la Cour supérieure qui dit que le principe de précaution doit s'appliquer dans un contexte de prévention et la loi de prévention, c'est la LSST. Mais normalement, elle ne devrait pas recevoir application dans la loi de réparation qui est essentiellement au niveau de la responsabilité civile. Mais là, la grande question que vous posez, je vous continue l'histoire. Je pense que c'est le plus simple. J'ai écrit un texte sur la reconnaissance des cancers professionnels au Québec, un texte juridique du droit pur, comme on dit, publié dans le développement récent en droit de la santé et sécurité du travail, parce que je voulais que les avocats le lisent et les juges qui le lisent. Et on a pris 300 jugements cancer, CALP, CLP, c'est beaucoup de jugements cancer. Il y avait, entre autres, 6 femmes. Non, un instant, il y avait 3 femmes acceptées et 6 femmes refusées. Et tout le reste, c'était des hommes. Alors, ça, c'est parenthèse, c'était pas votre question. Dans cet article-là, on regarde l'Organisation internationale du travail, la liste de cancers présumés dans la liste. On regarde la loi française et on regarde la loi ontarienne. La loi française, de mémoire, je pense qu'il y en a 55 cancers qui sont présumés reliés au travail. En Ontario, peut-être 40.
Et au Québec, il y a le cancer du poumon relié à l'amiante et le mésothéliome. Point à la ligne. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas lire. C'est parce qu'il y a du pour et du contre dans la réalité de mon domaine, qui est que le conseil d'administration de la CSST, aujourd'hui de la SNEST, ça a changé de nom, est paritaire. Alors, il y a 7 membres du côté patronal, dont le conseil du patronat, 7 membres du côté syndical, donc la FTQ, la CSN, la CSD, mais pas la CSQ. Et si les choses n'arrivent pas à un consensus, la réglementation ne change pas. Alors, très récemment, en 2017, la CSST elle-même, au niveau des politiques, a adopté une politique. En droit québécois, normalement, on ne fait pas ça. Au Canada anglais, ils font ça beaucoup. Autorisé par la loi au Canada anglais, alors que chez nous, ce n'est pas de la législation déléguée, pour reconnaître les cancers chez les pompiers. Puis il y a un certain nombre de cancers chez les pompiers qui ont été reconnus par politique. Donc, ajoutant à la présomption, parce que tout est paralysé. Puis bon, depuis que je suis à l'Université d'Ottawa, ça fait 3 fois qu'on fait une réforme, et ça fait pas si longtemps que ça, depuis 2006, 3 fois qu'on fait une réforme de la LATMP, de la LSST, le vérificateur général s'en mêle à chaque fois et tout ça, ça tombe au feuilleton, on projette quelque chose. On sait aujourd'hui que ce ne serait pas avant les prochaines élections, et on verra bien. Mais disons que la réponse est hautement politique, parce que si on fait abstraction de la politique dans ce domaine-là, on ne comprend rien. Ça ne veut pas dire, parce que mes 300 quelques jugements, il y avait beaucoup de cas acceptés, mais tous en vertu de l'article 30, des fois par la CSST elle-même, c'est des scientifiques quand même qui travaillent là, qui savent, par exemple, que le chlorure de vinyle cause le cancer de la vessie. Ils savent ça. Alors, lorsque c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie là-dedans, ça va être accepté. Je ne le verrai jamais en appel. Okay. Mais c'est ça, là. C'est pas, ce qui est visible, c'est la pointe de l'iceberg, c'est qui se ramasse en appel. Malheureusement, en cancer, c'est pas juste la pointe de l'iceberg, parce que les employeurs contestent, ils n'aiment pas ça. Et les gens sont morts, alors les gens sont désespérés dans la dèche, puis l'enjeu est important. Merci beaucoup. Okay. Si je peux. Dans ces équipes de recherche, parce que je relisais la conclusion de ton article et je pensais, par exemple, comme tu dis, les avantages qu'il y a pour déceler de la discrimination, des biais discriminatoires en utilisant ce type d'outils. Et je pensais, aujourd'hui, on parle beaucoup des biais inconscients, n'est-ce pas, dans le milieu du travail. Des biais inconscients? Oui, des préjugés, disons. Par exemple, toutes ces propositions qui disent on va enlever le sexe des CV des personnes qui postulent en travail pour éviter que des biais inconscients puissent... des biais inconscients. Des biais inconscients, ou conscients. Ou conscients, c'est ça. On est rendu, voilà, comme tu dis, c'est un work in progress. Mais est-ce que ça fait en sorte que le droit doit aujourd'hui s'approcher d'autres disciplines, au-delà de la sociologie, par exemple la psychologie, ou est-ce que tu vois des changements en termes d'équipe interdisciplinaire depuis ton expérience? Moi, j'ai jamais travaillé avec une sociologue, jamais. OK. Oh, ben non, c'est pas vrai. Mon étude sur les médecins était avec des sociologues de Toronto, mais c'est très, très rare que je travaille avec des sociologues. Et je me pose pas la question, je pars avec un problème, que ce soit un problème de mes partenaires ou que ce soit un problème que j'ai vu dans une autre étude que je vais approfondir. Et je dis, qui doit être à la table pour comprendre ce qui est en train de se passer? Et là, ça s'est donné lorsque j'ai travaillé avec des sociologues. Et il y avait une grande et une petite. Il y avait la plus grande sociologue en santé, Joan Eakin, qui est maintenant à sa retraite, et son étudiante au doctorat. Et il y avait un médecin, et il y avait moi. Et c'était une étude sur le rôle des médecins au Québec et en Ontario, dans le régime de réparation. Culturellement, c'est similaire ou différent. Et c'est pas parce qu'on avait besoin de sociologues, c'est qu'il y avait besoin de gens qui étaient passionnés par le sujet. Et alors, c'est ça qui détermine. Parce que lorsqu'on parle de méthode, une méthode quantitative ou qualitative,
Moi, je suis première auteure d'une étude populationnelle au Québec, un chapitre sur le harcèlement psychologique dans l'éco-test. On peut être formé pour être, et on travaille en équipe aussi. L'idée, c'est pas de savoir quel type de discipline nous intéresse pour le problème, c'est quel type de personne a écrit sur le sujet, qu'est-ce qu'elle a écrit, est-ce que, en comparant ce qu'elle a écrit et ce que moi j'ai écrit, on peut peut-être comparer, faire un mélange droit et autre chose. Je viens d'accepter de travailler avec une gang de médecins en Australie, des vrais médecins, je les ai jamais vus, mais on a publié plusieurs articles ensemble, puis je suis sûre qu'ils sont très, très, très conservateurs, mais ils ont une passion pour comprendre en quoi le régime juridique affecte les justiciables, qui sont, que ce soit les médecins ou les personnes indemnisées. Et ça, c'est une assurance auto. Donc, je ne regarde pas les disciplines. Et d'ailleurs, dans mon cours, je ne suis pas très arrêtée sur les disciplines en cours. Tu suis la passion du sujet. Je suis la passion ou la critique. Ouais. C'est ça. Et c'est, tu sais, lorsque je fais des analyses statistiques, les premières études, je les faisais à la main parce que je ne savais pas qu'il y avait un logiciel pour faire des kikarés. Puis j'étais avec une toxicologue, Donna Merkler, qui a dit, mais qu'est-ce que on était au restaurant, puis j'avais, tu sais, des kikarés, c'est long à faire à la main. Elle dit, tu fais quoi? J'ai dit, mais au cégep, c'est comme ça qu'on faisait ça. Puis ça faisait 20 ans plus tard, c'était mon cours de cégep qui m'alimentait. Alors, j'ai découvert le logiciel. Ça aide pour plein de choses. Hein, Alors, il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on remercie la professeure Lippel. Merci beaucoup.